qui est en cours de transposition en droit français, et DORA, qui est applicable depuis le 17 janvier 2025. Et ces trois réglementations ont tout en commun d'imposer des obligations, de notifier à des autorités compétentes des violations de données et des incidents de sécurité. Elles ont chacune des champs d'application qui sont différents, qui parfois se recoupent. Elles ont certaines obligations également qui se ressemblent. Et donc, pour chacune, on va voir quelles sont les entreprises qui sont concernées par ces obligations, quels sont les types d'incidents qui sont concernés, quand est-ce qu'on a un incident de sécurité, une violation de données qui nécessite de notifier une autorité compétente. Quelles sont les autorités compétentes qui doivent être notifiées et dans quel délai elles doivent être notifiées. Donc, on va éclaircir ensemble ces différentes exigences pour voir comment elles s'articulent entre elles. On va commencer par DORA, ensuite on verra un NIS2 et on finira par le RGPD parce que je suis partie du principe que c'était le RGPD que vous connaissiez le mieux et c'est pour ça qu'on va faire dans cet ordre-là. Donc, DORA, c'est une réglementation. Comme je vous disais, elle est applicable depuis le 17 janvier 2025 et elle va concerner les entreprises du secteur financier. Concernant les types d'incidents qui sont concernés par cette obligation de notification, ce sont les incidents qui sont qualifiés de majeurs. Ils sont définis comme un incident lié au TIC qui a une incidence négative élevée sur les réseaux et les systèmes d'information qui soutiennent les fonctions critiques ou importantes de l'entité financière. Et un incident lié au TIC est lui-même défini comme un événement ou une série d'événements qui sont liés entre eux, que l'entité financière n'a pas prévu et qui compromet la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et a une incidence négative sur la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données ou sur les services fournis par l'entité financière. Ici, on retrouve quelques notions qui figurent aussi dans le RGPD, qui sont ces notions de disponibilité, intégrité, confidentialité des données. Mais ici, contrairement au RGPD, on parle d'incidents de sécurité de façon générale et on n'axe pas seulement sur les données personnelles. On a des critères qui ont été donnés qui sont vraiment très éclairants à prendre en compte pour classer les incidents et déterminer leur incidence, donc pour savoir si on parle d'incidents qui sont qualifiés de majeurs ou non. Ces critères, ils sont détaillés dans un acte délégué de DORA, c'est l'acte délégué 2024-1772 et c'est à l'article 9. Ici, on voit comme critère à prendre en compte qu'il y a notamment le nombre et ou l'importance des clients ou des contreparties financières qui sont touchées, et le cas échéant, le volume ou le nombre de transactions touchées par l'incident lié au TIC, et si cet incident a porté atteinte à la réputation. On a également la durée de l'incident lié au TIC, combien de temps est-ce que cet incident a duré, y compris les interruptions de service. On a aussi la répartition géographique en ce qui concerne les zones qui sont touchées par l'incident lié au TIC, en particulier si celui-ci touche plus de 2 États membres. Donc, on a vraiment une notion de transfrontière ici. On a les pertes de données occasionnées par l'incident lié au TIC en ce qui concerne la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données. Également, la criticité des services touchés, y compris les transactions et les opérations de l'entité financière. Et les conséquences économiques, en particulier les coûts et pertes directes et indirectes en termes absolus et relatifs de l'incident lié au TIC. Ces critères, ils sont vraiment très intéressant. On va pouvoir déterminer si un incident peut être qualifié de majeur ou non, et on va voir, ça a toute son importance. Et surtout, on le verra après, mais en fait, cet acte délégué donne notamment vraiment des valeurs, des nombres, en fait, pour chacun de ces critères, pour qu'on sache si on détermine qu'on est dans un incident qualifié de majeur ou non. Et donc ça, c'est vraiment une belle évolution. C'est quelque chose, par exemple, qu'on n'a pas dans le RGPD, même si on va l'avoir dans des lignes directrices. Mais ici, on l'a directement dans des actes délégués. Et donc, c'est vraiment un gros apport qu'on a. Le règlement délégué précise aussi qu'on a un incident majeur quand l'incident a touché des services critiques
soit des services TIC. Donc, les services TIC, c'est les services qui sont les services numériques, c'est les services technologiques de l'information et de la communication. Donc, c'est un incident majeur quand il a touché des services critiques, des services TIC ou des réseaux et des systèmes d'information qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes de l'entité financière. Ou quand il a touché des services critiques, des services financiers qui sont fournis par l'entité financière qui nécessitent un agrément ou un enregistrement ou qui sont surveillés par les autorités compétentes. Ou quand cet incident majeur constitue ou a constitué un accès réussi, malveillant et non autorisé au réseau et au système d'information de l'entité financière. Donc ici, c'est une des premières conditions pour que l'incident soit majeur. Et il faut qu'une des deuxièmes conditions soit remplie, c'est que les réseaux et les systèmes d'information sont l'objet d'un accès réussi, malveillant et non autorisé et susceptible d'entraîner des pertes de données, ou que au moins 2 des autres seuils d'importance significative visés ci-dessus sont atteints. Donc les seuils d'importance significative, c'est ceux qu'on a vus juste avant. C'est ces critères ici à prendre en compte. Donc ici, on a vraiment une définition claire pour savoir quand est-ce qu'on a un incident majeur. Tout à l'heure, je vous disais justement pour ces seuils d'importance significative que dans cet acte délégué, on avait des exemples et donc que ces exemples sont vraiment très éclairants pour savoir quand on est dans le cadre d'un incident majeur ou pas. Je vous donne ici quelques exemples. Je ne vous les ai pas tous réindiqués parce que voilà, je pense que ça, c'était pas non plus. Voilà, vous pourrez aller voir directement dans l'acte délégué, mais c'est intéressant de voir un petit peu justement comment c'est fait. Donc, par exemple, pour le critère client, contrepartie financière et transaction, le seuil d'importance significative va être atteint quand une des conditions suivantes est remplie. Donc, soit le nombre des clients touchés dépasse 10% de l'ensemble des clients qui utilisent le service touché, soit le nombre des clients touchés qui utilisent le service touché dépasse 100 000, soit le nombre des contreparties financières touchées dépasse 30% de l'ensemble des contreparties financières qui exercent des activités liées à la fourniture du service touché, soit le nombre des transactions touchées dépasse 10% du nombre moyen journalier des transactions effectuées par l'entité financière liée au service touché, ou bien le volume des transactions touchées dépasse 10% de la valeur moyenne journalière des transactions effectuées par l'entité financière liées au service touché. Ici, c'est pour ce critère client, contrepartie financière et transaction. Et on a aussi des exemples pour le critère durée et interruption de service qui va être atteint quand soit la durée de l'incident, elle dépasse 24 heures, donc vous voyez, ça va vraiment très vite, ou alors quand l'interruption de service, elle dépasse 2 heures pour les services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes. Donc ici, on a tous les éléments pour savoir si on est dans le cadre d'un incident majeur ou non. Si on est dans le cadre d'un incident majeur, on a un délai maximum pour notifier. L'autorité à qui on va notifier, c'est la CPR et ça va être via le portail ACPR. Le délai maximum pour notifier, on a en fait en 3 étapes. On va retrouver également ces 3 étapes dans NIS 2. On a tout d'abord une notification initiale qui doit être faite 24 heures après la survenance de l'incident et notamment 4 heures après sa classification comme incident majeur. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va apprendre les critères pour savoir si on est dans le cadre d'un incident majeur, on doit être dans un maximum de 4 heures après sa classification comme majeur pour notifier la CPR. Ça, c'est la notification initiale. Ici, vous verrez ces 3 délais pour notifier. On les retrouve aussi dans NIS 2 et on retombe aussi un peu sur la qualification des notifications qu'on a pour le RGPD. Pour le RGPD, on a aussi cette notion de 72 heures et ensuite on peut faire des notifications complémentaires. Ici, c'est la même chose, même si le premier délai de notification pour la notification initiale est plus court parce que c'est 24 heures maximum après sa survenance. Ensuite, on a un rapport intermédiaire si on a une évolution de la situation initiale qui doit être fait dans les 72 heures de sa classification comme majeure. Et ensuite, la 3e étape, c'est un délai maximum, dans un délai maximum d'1 mois. On doit produire un rapport final une fois que l'analyse des causes originelles est terminée, que des mesures d'atténuation ont déjà été mises en œuvre ou non, et quand les chiffres relatifs aux incidences réelles sont disponibles en lieu et place des estimations. Donc, on voit ici, ça se découvre vraiment dans ces 3 délais
D'abord, notification initiale dans un délai de 24 heures après la survenance et maximum 4 heures après la classification comme majeure. Un rapport intermédiaire si on a une évolution de la situation initiale dans les 72 heures de la classification comme majeure. Et ensuite, un rapport final dans un délai maximum d'1 mois. Et on le verra, on a aussi ça pour NIS 2 et aussi pour le RGPD, c'est d'informer les clients. On va devoir informer les clients dans certains cas. Ici, il y a 2 conditions cumulatives. C'est quand on a un incident majeur lié au TIC qui survient et que cet incident majeur, il a une incidence sur les intérêts financiers des clients. On doit informer les clients, on doit aussi faire une double information. On doit l'informer de cet incident majeur lié au TIC et aussi des mesures qui ont été prises pour atténuer les effets préjudiciables de cet incident. Le délai pour l'information des clients, c'est dès que les entités, elles en ont connaissance de la survenance de cet incident majeur. Et si on a une cybermenace qui est importante, on doit informer les clients susceptibles d'être affectés de toute mesure de protection appropriée qu'ils pourraient envisager de prendre pour s'en protéger. Et donc, cette réglementation, elle est applicable depuis le 17 janvier 2025. Donc ça, c'était pour DORA. Ensuite, pour NIS 2. NIS 2, c'est un petit peu différent du RGPD et de DORA. Le RGPD et DORA sont des règlements européens, c'est-à-dire qu'ils sont applicables directement en droit français sans avoir à être transposés par une loi ou un décret. Mais il y a quand même des lois qui sont adoptées, qui vont en général préciser certains éléments. Mais dans tous les cas, le RGPD et DORA, même sans ces lois, auraient été applicables. Alors que NIS 2, ce n'est pas un règlement, c'est une directive. Et donc, NIS 2 a besoin d'une loi de transposition en droit national pour pouvoir être applicable. Et ici, on a justement une transposition qui prend un peu de temps, un peu plus de temps que ce qu'elle devrait. Et donc, pour l'instant, la loi de transposition de NIS 2 n'a pas été définitivement adoptée. On a eu une première adoption par le Sénat. Donc voilà, c'est en cours d'adoption, mais pour l'instant, on n'a pas le texte définitif. Mais en tout cas, pour les types d'entreprises qui sont concernées par NIS 2, on a toute entité privée ou publique qui exerce une activité dans l'un des secteurs listés à l'annexe 1 ou 2 et qui possède au moins 50 salariés et 10 millions de chiffre d'affaires qui va être concerné par cette directive. On a 11 secteurs d'activité hautement critiques qui sont l'énergie, les transports, le secteur bancaire, l'infrastructure des marchés financiers. Donc ici, on voit, on a le secteur bancaire et l'infrastructure des marchés financiers. Et donc, pour ces secteurs, DORA s'applique également. Donc, on va voir qu'on va avoir une double application. Comme on a DORA qui s'applique, on va avoir pour eux également NIS 2 qui va s'appliquer. Et donc, on va avoir nos différentes obligations de notification des incidents qui vont s'appliquer pour ces types d'entités. Mais on a aussi comme secteur d'activité hautement critique pour NIS 2, la santé, la fourniture et la distribution d'eau potable, la gestion des eaux usées, les infrastructures numériques, la gestion des services numériques, l'administration publique et l'espace. Donc ça, c'est 11 secteurs d'activité hautement critiques. Et on a 7 secteurs d'activité critiques. Donc pas hautement cette fois critiques, mais seulement, entre guillemets, critiques. On a les services postaux et d'expédition, la gestion des déchets, la fabrication, production et distribution de produits chimiques, la production, transformation et distribution de denrées alimentaires, la fabrication et les fournisseurs numériques et la recherche. Donc ici, ce sont les entreprises qui sont concernées par NIS 2. Quel est le type d'incident qui est concerné? Ça va être tout incident donc, qui est concerné par l'obligation de notification. Un incident, il va être considéré comme important si soit il a causé ou il est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour l'entité concernée, soit il a affecté ou est susceptible d'affecter d'autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux qui sont considérables. Quelle est l'autorité qu'on va notifier dans le cadre de NIS 2 quand on a un incident de sécurité? Ça va être le CSIRT, le Computer Security Incident Response Team. Ce sont des centres de réponse aux incidents cyber qui sont au plus près des entités implantées sur leur territoire. Ou bien ça va être l'ANSSI, donc ça va être selon les cas. Donc ça, on imagine que ça va être précisé selon les cas dans la loi de transposition.
Ici, pour les délais pour notifier l'incident de sécurité, comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver le même découpage que pour Dora. Donc, on a une première notification qu'on appelle alerte précoce, mais aussi comme une notification initiale, qui va être 24 heures après avoir eu connaissance de l'incident important. Ici, cette alerte précoce, elle indique si on suspecte l'incident important d'avoir été causé par des actes illicites ou malveillants, ou s'il pourrait avoir un impact transfrontière. On a ensuite un délai de 72 heures après avoir eu connaissance de l'incident important. Ici, on a également une notification d'incident qui va mettre à jour les informations qui ont été données lors de l'alerte précoce, donc de cette notification initiale, et qui fournit une évaluation initiale de l'incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission quand ils sont disponibles. Ensuite, on peut aussi avoir un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation, qui va être à la demande d'un CIRT ou de l'ANSSI. Et enfin, on a un rapport final au plus tard 1 mois après la présentation de la notification d'incident qui a été faite dans les 72 heures, qui va comprendre les éléments suivants. Une description détaillée de l'incident, y compris de sa gravité et de son impact, le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l'incident, et les mesures d'atténuation appliquées et en cours. Et le cas échéant, l'impact transfrontière de l'incident, donc si on a plusieurs États membres qui ont été touchés. On a aussi une information qui doit être faite ici des destinataires des services. Donc, au même titre que pour Dora, on avait une information des clients et on le verra pour le RGPD qu'on a une information des personnes concernées. On a une information qui doit être faite sans retard injustifié, donc dans les meilleurs délais, aux destinataires des services de l'entité concernée. Donc, on doit leur notifier les incidents importants qui sont susceptibles de nuire à la fourniture des services. Et comme je vous le disais, c'est une directive, donc elle est applicable après transposition en droit français. Et on a eu une première lecture qui a été adoptée au Sénat le 12 mars. Donc ça, c'est pour NIS 2. Donc comme on le voit, NIS 2 et DORA vont pouvoir, dans certains cas, avoir leurs obligations qui vont se cumuler, principalement pour les entités financières qui sont concernées en fait, par ces deux réglementations. Donc, on va devoir le prévoir dans nos procédures où on va prévoir comment on réagit en cas d'incident de sécurité ou de violation de données. Et on va devoir aussi informer les personnes en interne, les sensibiliser, celles qui sont susceptibles de détecter des cyberattaques, de détecter des incidents de sécurité, les informer de ces délais qui sont très serrés, on voit, pour notifier, pour qu'elles puissent, pour en fait mettre en place une procédure en interne et que ces personnes, elles puissent le faire remonter aux bonnes personnes qui vont après, elles, pouvoir notifier ces incidents de sécurité et ces violations de données personnelles. Et donc, enfin, pour finir, le RGPD, donc, que vous connaissez, la réglementation générale sur la protection des données. Ici, les types d'entreprises concernées, ça va être toutes les entreprises qui vont traiter des données personnelles. Le type d'incident qui est concerné, ça va être des violations de données personnelles, donc qui sont définies par le RGPD comme une violation de la sécurité qui entraîne de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à telle donnée. On a une exception à cette notification de violation de données personnelles qui n'a pas besoin d'être faite si la violation de données n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. En revanche, si la violation de données personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, on a un délai ici de 72 heures à compter de la prise de connaissance de la violation de données pour notifier l'autorité qui est l'autorité compétente en France, c'est la CNIL. Et on peut avoir aussi ici ce mécanisme de notification initiale et de notification complémentaire, avec une notification initiale qui doit dans tous les cas être faite dans ce délai de 72 heures à compter de la prise de connaissance de la violation de données. Mais si on n'a pas toutes les informations à ce moment-là, on peut faire plus tard une notification complémentaire. Et ici, cette réglementation, elle est applicable depuis le 25 mai 2018. Donc, on le voit ici, on a des obligations qui vont pouvoir, pour certaines, se cumuler. Donc, ce qu'il faut faire en interne, c'est indiquer
ces obligations dans une procédure de notification des autorités compétentes de ces violations de données. Il faut également, si jamais vous êtes prestataire de services pour une des entreprises qui sont concernées par ces obligations, vous allez vous aussi devoir les informer si vous subissez un incident de sécurité ou une violation de sécurité ou une violation de données personnelles. Donc, c'est-à-dire si vous êtes un prestataire de service, un sous-traitant, au sens du RGPD pas seulement, vous allez devoir en informer votre client et ce n'est pas à vous de faire la notification à l'autorité compétente. Ça va être à votre client de le faire. Et donc, la notification, l'information qui doit être faite par les prestataires de services, les sous-traitants, aux entreprises concernées, elles doivent être faites a priori, en général, dans les textes indiqués, dans les meilleurs délais. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans les contrats, on a toujours des clauses qui vont justement prévoir cette information, donc des clauses sur la sécurité des données ou la sécurité des données personnelles pour les aspects RGPD, mais sinon la sécurité des données de façon générale. Et on voit souvent des délais qui vont de 24 heures à 72 heures en passant par 48 heures pour que les prestataires notifient les entreprises en leur indiquant justement toutes les informations. Donc, c'est le prestataire, si jamais il a un incident, il subit un incident de sécurité ou une violation de données, il va en informer l'entreprise concernée, donc qui est sa cliente, son client, et il va lui donner toutes les informations qui sont nécessaires pour que l'entreprise concernée puisse, elle, faire la notification de l'incident de sécurité ou de la violation de données à l'autorité compétente. Et aujourd'hui, on a également des obligations par le code des assurances, si jamais on veut être dédommagé par son assurance, si on a comme ça un incident de sécurité, une violation de données qui va entraîner des pertes, on a une obligation de déposer plainte dans un délai de 72 heures. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, comme la première question est toujours la plus dure à poser, je vais la poser. Je te remercie pour cette présentation, Solène. Je voudrais revenir sur 2 points. Je voudrais savoir, alors DORA est appliqué depuis très peu de temps. Est-ce que tu sais s'il y a déjà des déclarations, si la machine est partie? Voilà, ça c'est ma première question. Et peut-être la deuxième question, je voudrais revenir sur le dernier slide et sur la notion de violation susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Donc nous, en tant qu'association, nous sommes concernés par RGPD, bien entendu, donc nous avons des normes assez strictes, nous faisons extrêmement attention, mais là, je vois quand même une grosse exception. Donc, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été jugées en ce sens? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, des droits et libertés des personnes physiques? Voilà. Donc, est-ce que tu peux préciser un peu cette notion et revenir sur ce point? Je te remercie. Merci, Joël. Au niveau de DORA, pour savoir s'il y a déjà En effet, c'est très récent, ça date, c'est applicable depuis le 17 janvier 2025. Je ne sais pas s'il y a déjà des déclarations qui ont été faites, j'imagine que oui. Mais voilà, je n'ai pas en tout cas de retour là-dessus pour l'instant. Une violation qui est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. On a donc des lignes directrices de l'ancien G29 qui précisent ce qu'on entend par risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Donc, on a notamment, il y a plusieurs critères qui sont indiqués, donc notamment par rapport à de la volumétrie, de combien de personnes sont touchées. Mais voilà, c'est pas, parfois, on peut avoir que quelques personnes qui sont touchées, mais si ce sont des données sensibles, donc sensibles au sens du RGPD, par exemple, des données de santé qui sont touchées, on va considérer qu'il y a un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Donc, en tout cas, je vous invite à vous reporter à ces lignes directrices du G29 qui sont très bien faites et qui donnent également des exemples, en fait, et donc qui permettent qu'on s'y reporte et de savoir si
on est dans un cas où on a un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, donc si on doit notifier à la CNIL, et de savoir après si on a un risque qui est élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Donc c'est un système de critères. Au regard du RGPD, comment déterminer l'absence de risque pour les droits et libertés des personnes physiques, la présence de risque et le risque élevé? Donc, c'est ce que je viens de dire. Merci Fabiola pour cette question. C'est ce que je disais sur les lignes directrices de l'ancien G29. Marilyn, bonjour. Solène, pour le RGPD, on informe uniquement les personnes physiques, mais pour DORA et NIS 2, on informe également les personnes morales. Oui, en effet. En fait, c'est ce qui est indiqué. En effet, donc je reviens sur les slides. Pour NIS 2, c'est ça va être les personnes, en tout cas pour Dora, ça va être les personnes morales, étant donné, voilà, l'information des clients. C'est ça qui est indiqué, c'est l'information des clients. Donc par client, on en déduit que c'est en effet les personnes morales. Et pour NIS 2, je regarde ici, c'est les destinataires de leurs services. Donc ici, en effet, les destinataires de leurs services, on peut penser que c'est également les personnes morales qui vont être concernées. Si on a un incident de sécurité incluant des données personnelles et venant d'un sous-traitant, on doit notifier l'ANSSI dans les 24 heures après en avoir eu connaissance. Mais si on a donné 72 heures à notre sous-traitant pour nous informer, cela va faire un long délai. Si on a dit à notre sous-traitant dans les meilleurs délais, il peut mettre plusieurs jours également. Comment rendre cohérent le tout? C'était une bonne question. Alors, les délais, à chaque fois, c'est, en tout cas pour le RGPD, c'est à compter de la prise de connaissance de la violation de données personnelles. Donc, c'est-à-dire que tant que notre sous-traitant ne nous a pas informé de cette violation de données personnelles, on n'en a pas connaissance, donc on n'a pas la prise de connaissance, donc le délai ne commence pas à courir. En tout cas, pour les obligations pour les sous-traitants qui doivent être mises dans les contrats, en effet, le mieux, c'est pas de leur dire dans les meilleurs délais. Ça, c'est la réglementation qui indique dans les meilleurs délais. Mais le mieux, c'est toujours de mettre un délai qui est entre 24 heures et au plus tard 72 heures. Mais si vous êtes vraiment du côté du client, le mieux, c'est de mettre un délai qui soit le plus court possible pour que vous ayez les informations le plus rapidement possible, quitte à prévoir dans la clause, sur la notification, que ce soit un délai dans lequel on a d'abord ce système aussi de notification un peu initiale, d'avoir en fait les premières informations sur l'incident de sécurité ou la violation de données personnelles et avoir après une information qui soit complémentaire. Donc c'est de cette façon en fait qu'on peut rendre un peu tout ça cohérent. En tout cas, c'est mieux de mettre, quand on est côté client, un délai qui soit le plus court possible. Concernant NIS 2, quand est-ce que sera-t-il effectif et applicable? Eh bien, en fait, on est en attente. Ça va dépendre de la date de la loi définitive de transposition, donc qui devrait arriver, j'imagine, assez prochainement. Enfin, voilà, tout est relatif pour le prochainement. En tout cas, on a une première lecture, un premier texte qui a été adopté par le Sénat. Donc voilà, maintenant, c'est encore en attente. Et c'est vrai que du coup, en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions, j'ai pas abordé les sanctions. Pour le RGPD, ça va jusqu'à 20 millions d'euros du chiffre d'affaires annuel et jusqu'à 4%, jusqu'à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel. Et pour NIS 2 et DORA, ça va jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial des entreprises concernées. Et ça, notamment pour NIS 2, c'est pour les entités essentielles, mais pour les entités importantes, c'est jusqu'à 7 millions d'euros, 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Peut-être avant que tu répondes à la question, du coup, RGPD, il y a déjà eu des sanctions, c'est-à-dire il y a déjà eu des demandes financières, ça a été jugé déjà? En fait, c'est souvent ça. Donc, quand il y a parfois des manquements aux mesures de sécurité des données, mais sinon, on a eu des cas où il y avait
il y aurait dû y avoir des notifications de violation de données à la CNIL, donc qui est l'autorité compétente, et qu'il n'y en a pas eu. Et donc, après, la CNIL, par exemple, va le savoir parce que c'est une violation de données qui était de grande importance et qui va ensuite fuiter dans la presse, où elle va le savoir d'une autre façon par des personnes, des utilisateurs, par exemple, qui ont été concernés. Et dans ce cas, il peut y avoir, il y a en effet des sanctions. Donc, un de mes conseils, c'est que si vous avez un doute, par exemple, de savoir s'il faut notifier ou pas un incident de sécurité, enfin, en tout cas, pour le RGPD, j'ai pas encore le recul pour DORA NIS 2, mais pour le RGPD, si vous avez un doute, vous savez pas exactement si ça présente un risque pour les droits et libertés des personnes physiques et s'il faudrait notifier ou pas, le mieux, sauf si vous êtes vraiment totalement sûr qu'il n'y a aucun risque pour les droits et libertés des personnes physiques, et dans ce cas, évidemment, c'est pas la peine de notifier, mais il faut d'ailleurs le documenter. Il faut que vous ayez un registre des violations de données personnelles. Mais en tout cas, si vous avez un petit doute, c'est toujours mieux de notifier. En soi, il n'y a pas de... Enfin, c'est très rare, mais les services, ce n'est pas parce que vous allez notifier une violation de données personnelles à la CNIL qu'elle va ensuite faire un contrôle. Elle peut pas, d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu plus de 5000 notifications de violations de données personnelles. La CNIL n'a pas les moyens de faire des contrôles, et donc, dans tous ces cas. Il y a d'autres questions. Au niveau du reporting des incidents, même format pour les 3 règlements. C'est des formats qui se ressemblent. C'est pas toujours, il me semble que c'est pas forcément exactement les mêmes choses qui sont demandées, mais en tout cas, c'est des formats qui se ressemblent assez. Pour Dora, il y a une information auprès de la CPR pour les sociétés de gestion financière qui ne sont pas concernées par la CPR. L'AMF doit-elle être notifiée? C'est une bonne question. Ça, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde plus en détail. Et ben voilà, Marie remercie Solène pour cette présentation. Alors, je vais peut-être conclure pour nous dire alors 2, 3 choses. D'abord, merci beaucoup Solène pour cette présentation. Merci à toutes les présentes, tous les présents, tous ceux qui ont rejoint le CEF6 pour cette occasion. Donc, merci à vous. D'abord, un petit élément, alors pour celles et ceux qui ne sont pas encore membres du CEF6, je vous propose voilà, une adresse de contact. Je vous la mets dans la discussion, comme ça, vous l'aurez. Vous pouvez aller sur notre site du CEF6 pour avoir les informations. Vous pouvez nous écrire à contact@cef6.fr. Voilà. Et donc, notre objectif, nous, c'est la présence de femmes dans la cybersécurité, mais il y a 15% d'hommes, donc les hommes sont également les bienvenus, puisque c'est avec l'ensemble des hommes que nous pourrons faire progresser la cause. Voilà. Donc, une petite dernière question. Je suis une nouvelle adhérente en attente d'un mentor. Très bien. Donc, faites-nous un petit message sur contact, Marilyn, et nous vous mettrons en contact avec la boîte mail du mentorat pour que vous pour que vous expliquiez ce que vous souhaitez du mentorat. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut conclure? C'est bon pour les éléments. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. Merci pour votre présence à tous et à très bientôt. Merci Solène. À bientôt pour un prochain webinaire. Alors, un prochain webinaire, j'en profite pour l'annoncer. C'est Viginum, donc qui va présenter la stratégie et à quoi sert Viginum. Également, un webinaire très intéressant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce webinaire. Vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook, voilà, et sur LinkedIn surtout. Merci à vous. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir.